En 1996, un agent de sécurité sauve des centaines de vies lors des Jeux Olympiques d'Atlanta. Mais 72 heures plus tard, il devient le suspect numéro 1. Ce basculement brutal va déclencher l'un des plus grands scandales judiciaires et médiatiques de toute l'histoire américaine. En 3 jours à peine, Richard Jewell passe du statut de héros national à celui d'ennemi public numéro 1. Le FBI l'accuse implicitement, les médias se déchaînent, son visage envahit toutes les chaînes de télévision et des millions de personnes sont persuadées qu'il est un terroriste prêt à tuer pour devenir célèbre. Mais pendant que le FBI semble aveuglé par sa culpabilité avant même d'avoir trouvé la moindre preuve, le véritable auteur de l'attentat, lui, disparaît dans la nature et continue de frapper. Parce qu'en réalité, il n'a jamais posé cette bombe, il a sauvé des vies, et c'est précisément ce geste qui va détruire la sienne. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire Richard Jewell, l'histoire d'un innocent broyé par une enquête bâclée et une machine médiatique incontrôlable. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Avant de rentrer dans cette histoire, je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où tout le monde avait une opinion sur vous, sur votre vie, sans vraiment vous connaître? Moi, oui. Et je peux vous dire que même à petite échelle, ça peut être épuisant mentalement. Alors imaginez quand ça prend des proportions nationales, quand les médias, l'opinion publique et même les autorités se retournent contre vous du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire et croyez-moi, ce genre d'oppression, ça peut littéralement détruire quelqu'un s'il est seul et qu'il ne se sent pas soutenu. Et c'est exactement pour ça que je suis content que cette vidéo soit sponsorisée par BetterHelp, parce que personne ne devrait traverser ce genre d'épreuve sans soutien. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute français certifié inscrit à l'Agence régionale de santé. Les thérapeutes sont des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes, tous diplômés et certifiés. Concrètement, comment ça marche? Vous remplissez un questionnaire en quelques minutes pour décrire ce dont vous avez besoin. Ensuite, la plateforme analyse vos réponses et attention, BetterHelp ne vous envoie pas juste vers le premier thérapeute disponible. Ils utilisent vos préférences, leur algorithme de matching et leur réseau de thérapeutes pour vous mettre en contact avec celui ou celle qui vous correspond le mieux. Et enfin, vous choisissez votre format, visio, téléphone ou même message écrit si vous préférez prendre le temps de formuler vos pensées par écrit ou que, tout simplement, vous ne voulez pas parler directement à votre thérapeute. D'ailleurs, entre vos séances, vous pouvez continuer à échanger par message avec lui ou elle. C'est du soutien continu, pas juste un rendez-vous hebdomadaire et puis ciao. Parce qu'avoir le bon thérapeute, ça change tout. Si jamais ça ne colle pas avec la personne qui vous a été assignée, vous pouvez en changer sans frais supplémentaires, autant de fois que nécessaire. En tout, vous avez accès à plus de 300 thérapeutes français certifiés. Pas d'engagement non plus, vous pouvez mettre en pause ou arrêter quand vous voulez. Et point crucial, chez BetterHelp, l'algorithme sert uniquement à vous mettre en relation. Après ça, vous parlez à un vrai thérapeute certifié, un humain, pas à une intelligence artificielle, et croyez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, si vous pensez que parler pourrait vous aider, rendez-vous sur betterhelp.com/rafu pour obtenir 10% de réduction sur votre premier mois. Je vous laisse le lien en description. Dans les années 90, l'ombre du terrorisme planait sur les États-Unis. Le 19 avril 1995, à 9h02 précisément, Timothy McVeigh a stationné un camion devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City. À l'intérieur, une bombe artisanale monumentale composée de plus de 2 tonnes d'engrais au nitrate d'ammonium et de diesel. 2 minutes plus tard, l'explosion a pulvérisé un tiers du bâtiment de 9 étages et le bilan humain était apocalyptique. 168 morts, dont 19 enfants qui se trouvaient dans une crèche située à l'intérieur et plus de 680 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier jamais commis sur le sol américain à cette époque et il révèle une réalité effrayante. La menace ne vient pas toujours de l'étranger mais bien de l'intérieur parfois. Âgé de 26 ans à l'époque, Timothy était un vétéran radicalisé par une vision paranoïaque d'un gouvernement fédéral tyrannique et s'il a choisi le 19 avril, c'était pour marquer le 2e anniversaire de l'assaut du FBI à Waco. Mais ce qui s'est passé à Oklahoma City n'est pas un cas isolé parce que pendant près de 2 décennies, Ten Kaczynski, surnommé Unabomber,
a également terrorisé le pays. De mai 1978 à avril 1995, il a mené une campagne méthodique contre la société industrielle et ses bombes artisanales ont tué 3 personnes, en plus d'en blesser 23. L'enquête a mobilisé plus de 150 agents du FBI à temps plein pour un coût dépassant les 50 millions de dollars. Le 3 avril 1996, les agents fédéraux ont envahi la cabane de Ted près de Lincoln dans le Montana. Il n'y avait pas d'électricité ni d'eau courante, mais on y a retrouvé 40 000 pages de journaux manuscrits détaillant tous ces crimes. Il a d'ailleurs aussi écrit un manifeste qui a été publié. C'est dans ce contexte de peur diffuse que l'Amérique s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques d'été de 1996 à Atlanta en Géorgie. Ils doivent avoir lieu du 19 juillet au 4 août 1996 et plus de 10 300 athlètes venus de 197 nations convergent vers la ville. Près de 2 millions de visiteurs sont attendus et 8,3 millions de billets sont vendus, un record qui ne sera battu qu'en 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Par conséquent, la logistique mise en place est pharaonique. Près de 14 000 membres de la garde nationale, 2200 officiers de police volontaires venus de tous les États-Unis et du monde entier, des agents du FBI, de l'ATF, mais aussi des dizaines de milliers d'agents de sécurité privés ont été mobilisés. C'est simple, les autorités promettent la sécurité électronique la plus sophistiquée de l'histoire des JO. Au cœur de ce dispositif se trouve le Centennial Olympic Park, un parc de 89 000 m² spécialement créé pour les Jeux, taillé dans ce qui était auparavant des terrains vagues en plein centre-ville d'Atlanta. Le soir du 27 juillet 1996, un concert du groupe Jack Mack and the Heart Attack attire environ 50 000 personnes, mais il y a un problème majeur. Le parc donne l'impression de faire partie des sites olympiques officiels, alors qu'il n'est pas soumis au même niveau de sécurité. C'est un espace ouvert dans lequel on peut entrer sans que les sacs ne soient systématiquement fouillés. Les détecteurs de métaux y sont rares et la surveillance plus relâchée. Une faille qui va être exploitée. Parmi les milliers de personnels de sécurité mobilisés, il y a un agent de 33 ans, passionné par le maintien de l'ordre, consciencieux et appliqué, voire même un petit peu trop zélé selon certains. Un agent de sécurité dont la vie va basculer ce soir-là. Chapitre 2, Richard Jewell. Richard Allensworth Jewell, né le 17 décembre 1962 à Danville, en Virginie, sous le nom de Richard White. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 4 ans et sa mère Barbara, alias Bobby, se remarie avec un nommé John Jewell, qui adopte légalement son beau-fils et lui donne donc son nom. 2 ans plus tard, la famille recomposée déménage à Atlanta. Dès l'adolescence, Richard se démarque par son caractère serviable, presque à l'excès, mais derrière cette facette de sa personnalité se cache une profonde solitude. En effet, au lycée, il a très peu d'amis, notamment parce que les autres élèves le trouvent plutôt étrange. Après la fin de ses études secondaires, il se lance brièvement dans une carrière de mécanicien, mais ce qu'il veut vraiment, Richard, c'est intégrer les forces de l'ordre. Seulement, à cette époque, son poids et son manque de formation l'en empêchent. C'est en 1990 que Richard réalise son rêve, tout du moins en partie, en étant embauché comme gardien de prison dans le comté de Habersham. Il porte enfin un uniforme, mais le zèle qui le caractérise le rattrape rapidement. Tôt dans la matinée du 26 mai 1990, Richard, qui occupe aussi un poste d'agent de sécurité dans le complexe d'appartements où il vit, doit intervenir après avoir reçu des plaintes de résidents concernant du tapage nocturne autour d'un jacuzzi. Pour effectuer l'intervention, il s'arme d'un pistolet 9 mm et prend ses menottes. Une fois sur place, il trouve les 2 responsables du tapage et décide d'arrêter un des 2 hommes pour ivresse sur la voie publique et création de nuisances en se faisant passer pour un adjoint du shérif. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas du tout et qu'il n'a de ce fait pas le droit d'appréhender qui que ce soit et encore moins l'arme au poing. Il est donc arrêté pour usurpation de fonction et plaide coupable à une accusation moindre de trouble à l'ordre public, puis il est placé sous probation et doit subir une évaluation psychologique. Toutefois, malgré cet incident, il devient vraiment adjoint du shérif en 1991. Il fait alors des gardes longues de 12 heures et suit toutes les formations possibles, notamment sur les explosifs et sur le maniement des armes. Il fait son travail consciencieusement jusqu'en 1995, année durant laquelle il a un accident avec sa voiture de patrouille, chose qu'il explique en affirmant qu'il poursuivait un véhicule suspect. Toutefois, le shérif doute de sa version des faits et les sanctions ne se font pas attendre. On propose à Richard soit une rétrogradation au poste de geôlier ou une démission et il décide de partir. En avril de la même année, il accepte un emploi au Piedmont College, mais très vite, ses vieux démons refont surface. Rapport trop détaillé, patrouille hors campus de l'université ou encore
sévérité excessive à l'égard des étudiants. Le président de Cleve le décrit comme un fanatique du badge. Par conséquent, en mai 1996, on le pousse à démissionner. À 33 ans, Richard retourne vivre chez sa mère Bobby dans un petit appartement d'Atlanta. Il n'a plus de travail et plus de perspectives professionnelles non plus, jusqu'à ce qu'arrivent les Jeux Olympiques et leurs besoins massifs de personnel. Grâce à ça, il décroche un contrat d'agent de sécurité pour AT&T au Centennial Olympic Park et il a pour mission la surveillance de la tour de son près de la scène principale chaque nuit, de 18h à 6h du matin. Pour Richard, c'est l'occasion de se refaire, de se créer un réseau et peut-être de décrocher un vrai job de policier après les Jeux. Et c'est ainsi que le soir du 26 juillet 1996, il quitte l'appartement de sa mère à 16h45 pour aller travailler. Ce soir-là, un concert est prévu et des dizaines de milliers de personnes affluent déjà sur le site. Richard ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, il va vivre le moment le plus important de sa vie, et celui qui va le transformer en héros national. Chapitre 3, montée en tension. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1996, le Centennial Olympic Park grouille de vie, l'atmosphère est festive et l'insouciance règne. Richard, posté près de la tour de son et lumière de 12 mètres de haut érigée par AT&T, surveille attentivement la foule. Il est environ minuit et quart et sa garde de 12 heures a commencé à 18 heures, donc elle est loin d'être terminée, mais déjà les ennuis commencent. En cause, l'alcool qui pousse certaines personnes à avoir des comportements déplacés. Making my last pass through the park, and I was summoned by a security guard by the name of Richard Jewell. He was having some problems with some young teenagers or probably college-age people, would be more in line, throwing beer cans into the tower where he was assigned. So we were standing in front of the tower discussing the situation when he noticed a green Army backpack under a bench in front of the tower. And of course, nobody claimed it. So I called it in as a suspicious package, not only to our command post, but to the bomb diagnostic team that was assigned to the park. Tom fait le signalement à minuit 57 exactement et 8 minutes plus tard, 2 techniciens en désamorçage arrivent. C'est là que l'un d'eux se penche sous le banc, allume sa lampe et voit des fils électriques, des tuyaux métalliques, un dispositif de minuterie et de la poudre noire. Aucun doute n'est permis, il s'agit d'une bombe. Richard sent l'adrénaline monter et tout ce qu'il a appris durant ses formations sur les explosifs lui reviennent. Il sait d'instinct qu'avec cette quantité d'explosifs et tous ces clous, si ça explose maintenant, avec autant de monde autour, ça va être un massacre. Il se précipite dans la tour, gravissant les marches 4 à 4, et il hurle « Sortez! Sortez maintenant! Il y a une bombe en bas !» Les 11 techniciens dévalent alors les escaliers pendant qu'en bas, Tom et d'autres agents commencent à repousser la foule. Un boulot titanesque parce que des milliers de personnes sont massées là. Beaucoup ne comprennent même pas ce qui se passe quand on les aborde, protestent et refusent de bouger. Le processus est donc lent, terriblement lent, et au vu de l'urgence, Richard descend donc pour se joindre à la tentative d'évacuation parce que chaque mètre gagné, ce sont des vies sauvées. Entre 1h20 et 1h25, soit 3 minutes après le début des évacuations, la bombe explose. Une boule de feu orange illumine le parc, puis une centaine de clous et de vis sont projetés dans les airs. Le dispositif est une bombe à fragmentation de 18 kg, contenant 3 bombes à tuyaux remplies de poudre sans fumée, conçues pour tuer en masse. Bam, just a really loud noise, and then we saw people bleeding. There was steel hitting people, and we were rushing people to medical. Then we came out here, we cleared the park, we came out here, and this lady just fell over and... What I got live here is a bomb. Atlanta. Le chaos est instantané entre cris de terreur, blessés qui s'effondrent et sirènes d'ambulance qui retentissent. Alice Hawthorne, 44 ans, est tuée sur le coup par un clou venu se loger dans son crâne. Sa fille de 14 ans est quant à elle grièvement blessée.
mais elle survit. Melih Uzuniol, un caméraman turc de 40 ans, meurt d'une crise cardiaque en courant vers la scène. 111 autres personnes sont blessées, jambes déchiquetées, visage lacéré ou tympan perforé, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Les experts estiment d'ailleurs que sans cet effort d'évacuation partiel, les morts se compteraient par centaines. Grâce à Richard, grâce à sa vigilance et à son insistance, un très grand nombre de vies ont été sauvées et il vient de devenir un héros, mais il ne va pas le rester bien longtemps. Chapitre 4, brève ascension. L'explosion a transformé le Centennial Park en zone de guerre, mais dès les premières lueurs du matin, une autre transformation s'opère, celle de Richard Jewell. Le 28 juillet, les médias du monde entier cherchent désespérément à mettre un visage sur cette histoire. Qui a découvert la bombe? Qui a sauvé des centaines de vies? AT&T, l'entreprise qui emploie Richard comme agent de sécurité pour les JO, flaire immédiatement l'opportunité marketing. Il contacte donc Richard et lui propose quelque chose d'inattendu, donner des interviews. Beaucoup d'interviews. Richard n'a dormi que quelques heures après les événements traumatisants de la nuit passée, mais il accepte, pensant juste faire son devoir en expliquant ce qui s'est passé. La société AT&T, elle, voit plus loin et lui demande de porter un polo de travail avec un logo bien visible. Toute publicité est bonne à prendre, même si elle est née d'une tragédie. Ce matin-là, Richard fait une longue déposition au FBI pour formaliser tout ce qu'il a vu la veille, une entrevue de 90 minutes qui semble alors n'être qu'une simple procédure. Puis commencent les apparitions médiatiques, l'agent de sécurité raconte la même histoire, encore et encore, le sac suspect, l'alerte, l'évacuation, l'explosion, et à chaque fois, il reste humble, presque gêné par toute cette attention. Quand les journalistes utilisent le mot « héros », ils détournent systématiquement le compliment en précisant qu'il était juste là au bon moment et qu'il a fait ce pourquoi il a été formé, mais les médias ont besoin d'un héros et Richard entre parfaitement dans cette case. Entre-temps, AT&T pousse le bouchon encore plus loin et offre à Richard et à sa mère des billets VIP pour une rencontre de baseball olympique à l'Atlanta Fulton County Stadium. Bobby n'en revient pas et elle n'est pas au bout de ses surprises parce que le 30 juillet au matin, son fils atteint le sommet de sa nouvelle célébrité. Ce jour-là, Katie Couric, présentatrice vedette du Today Show sur NBC, l'accueille sur le plateau de l'émission matinale la plus regardée d'Amérique. Un très grand nombre d'Américains prennent leur petit déjeuner en regardant Richard raconter comment il a découvert le sac à dos suspect et Katie ne tarit pas d'éloges à son sujet. Sur le plateau, l'agent de sécurité semble presque intimidé par tant d'attention. Il porte sa tenue AT&T comme on le lui a demandé, sourit poliment et répond aux questions avec sa sincérité habituelle. À ce moment précis, Richard vit son plus grand moment. Il est reconnu comme un héros dans le monde entier. Sa mère est fière de lui et sa vie, qui n'était jusque-là une succession d'échecs professionnels et de désillusions, prend enfin tout son sens. Tout ce pourquoi il a travaillé, toutes ces années passées à vouloir être policier, à vouloir servir, à vouloir protéger, tout ça trouve finalement sa justification. En moins de 72 heures, il est passé du statut d'agent de sécurité anonyme à celui de héros national. Il rentre chez sa mère ce soir-là, épuisé mais satisfait, et pense que le pire est derrière lui, que les cauchemars qu'il fait encore à cause de l'explosion vont finir par s'estomper. Malheureusement pour lui, un autre cauchemar, bien plus terrible encore, est sur le point de commencer, et en quelques heures à peine, le monde entier va se retourner contre lui. Chapitre 5, la bascule. Le 27 juillet 1996, alors que Richard commence tout juste à savourer le tournant positif inattendu qu'a pris sa vie, il ignore qu'un homme qui le connaît regarde la télévision depuis son domicile dans le nord de la Géorgie. Le docteur W. Ray Clear, président du Piedmont College, reconnaît immédiatement le visage qui apparaît à l'écran lors d'une interview sur CNN. C'est son ancien agent de sécurité, celui qui l'a viré. Et quelque chose dans l'attitude de Richard le dérange profondément. Il le trouve nerveux, étrange, trop excité par toute cette attention. Le lendemain matin, 28 juillet, l'homme décroche alors son téléphone et appelle la ligne directe du FBI à Washington pour leur dire qu'il a quelque chose d'important à leur confier sur le héros du Centennial Park. L'appel de Ray n'est pas neutre. En effet, Richard et lui ont eu de nombreux désaccords durant les mois où il travaillait comme policier sur le campus de l'université. Il le trouvait trop zélé, voire obsédé par l'autorité qui lui avait été conférée. En somme, il le pense incapable de faire la différence entre un incident mineur
est une véritable infraction. Au téléphone avec le FBI, Ryan suggère prudemment mais clairement que Richard pourrait bien être le genre de personne capable de poser une bombe pour ensuite la découvrir afin de se faire passer pour un héros. Pour le FBI, cet appel change tout. Parce que depuis l'attentat, l'agence subit une pression colossale. 2 personnes sont mortes, plus de 100 autres ont été blessées. Et alors que le monde entier regarde les Jeux Olympiques qui continuent, aucune piste solide n'a encore émergé. Jusqu'à maintenant. Les agents commencent donc à creuser dans le passé de Richard. Et ce qu'ils trouvent, à savoir son arrestation pour usurpation de fonction des années auparavant, conforte leurs soupçons. L'agent de sécurité a été viré de plusieurs emplois, il vit avec sa mère à 33 ans, collectionne les armes à feu et rêve toujours désespérément d'entrer dans les forces de l'ordre. Pour eux, Richard correspond parfaitement au profil psychologique que le FBI est en train de construire. Celui du poseur de bombes héroïque. Précision importante, c'est le FBI lui-même qui a créé ce profil, il n'a jamais été scientifiquement établi. Le concept est simple, un individu frustré et obsédé par le maintien de l'ordre, mais rejeté par les forces de police, crée délibérément une situation de crise pour ensuite la résoudre et devenir un héros aux yeux de tous. Le FBI a même eu un cas à peu près similaire en 1984, pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Un policier avait signalé la présence d'une bombe dans un bus, une bombe qu'il avait lui-même posée. C'est ce qu'on appelle le syndrome du héros, une variante du syndrome de Munchausen dont on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment dans l'iceberg sur les femmes tueuses. À partir de là, pour les enquêteurs, tout se met en place. Richard a été le premier à découvrir le sac. Il a insisté pour faire évacuer la zone en attirant l'attention sur lui. Comme par hasard, il était exactement à l'endroit qu'il fallait pour donner l'alerte. Le 29 juillet au soir, des agents du FBI interrogent discrètement des connaissances du désormais suspect et l'un d'eux rapporte qu'il aurait dit vouloir être au centre de tout grand événement lors des JO. Donc le 30 juillet, dans la matinée, pendant que Richard sourit à la caméra sur le plateau du Today Show, 2 agents du FBI le suivent déjà discrètement et ne le lâchent plus d'une semelle. Parce qu'à ce moment-là, il n'est déjà plus un héros pour eux, mais le suspect numéro 1 dans l'affaire. Pour autant, le FBI ne peut pas prouver qu'il a posé la bombe. En fait, chronologiquement, ça ne fonctionne même pas. Selon les registres de la police, Tom a officiellement signalé la présence de la bombe à minuit 57 et à ce moment-là, Richard était près de lui, mais moins de 2 minutes plus tard, à minuit 58, un appel anonyme a été passé au 911 pour avertir qu'une bombe allait exploser dans le parc une demi-heure plus tard. L'appel provient d'une cabine téléphonique située à plusieurs pâtés de maison du Centennial Park et il est physiquement impossible que Richard ait pu remarquer le sac suspect, en parler à Tom, traverser une foule aussi compacte, atteindre cette cabine téléphonique, passer l'appel et revenir au parc en moins de 2 minutes. Les autres agents de sécurité qui travaillaient avec lui cette nuit-là confirment d'ailleurs qu'ils ne l'ont jamais vu partir, mais le FBI ne se démonte pas. Peut-être avait-il un complice? Peut-être que l'appel au 911 n'était qu'une coïncidence? Ou alors, peut-être que Richard ment sur le moment où il a découvert le sac. L'information confidentielle selon laquelle Richard serait le principal suspect commence à circuler dans les bureaux du FBI à Atlanta, mais c'est un secret pour le moment bien gardé. Personne ne doit savoir que le héros des jeux est en réalité la cible des fédéraux. Sauf que dans une enquête de cette ampleur, avec la pression médiatique intense qui règne sur Atlanta, les secrets ne restent généralement pas secrets très longtemps. Et celui-ci est sur le point d'exploser à la face du monde entier. Chapitre 6, Descente aux enfers. Le 29 juillet, un agent du Georgia Bureau of Investigation, ou GBI, nommé Tim Hathaway, qui était à la base l'un des amis de Richard, vient dîner chez lui et l'enregistre secrètement pendant plus de 2 heures avec un micro dissimulé. Ce détail glaçant montre à quel point le FBI était déterminé à le piéger avant même que la presse ne commence à en faire des caisses. Et Dieu sait qu'elle en a fait. Le 30 juillet 1996, en fin d'après-midi, l'Atlanta Journal-Constitution publie une édition spéciale et le titre fait l'effet d'une bombe. Sans mauvais jeu de mots. Le FBI soupçonne le garde-héros d'avoir peut-être posé la bombe. Une source au sein du FBI a révélé l'information choc aux médias. Richard Jewell est devenu le principal et seul suspect dans l'affaire. En quelques heures, CNN reprend l'information et les présentateurs lisent l'article mot pour mot à l'antenne, brandissant la une du journal devant les caméras, puis c'est au tour d'NBC, d'ABC et de CBS. Les agences de presse internationales s'emparent également de l'histoire. Who
is the real Richard Jewell? FBI officials believe he fits a profile of the type of person who might commit such an act, but concede they have no hard evidence against him. Let me categorically say that you did not do this. I did not do it. Dès le lendemain, le monde entier sait que Richard, le héros des Jeux Olympiques, est peut-être celui qui a causé l'attentat qu'il avait supposément déjoué. Le retournement de situation est aussi brutal que spectaculaire parce qu'en moins de 72 heures, l'agent de sécurité est passé de statut d'anonyme à celui de héros national, voire même international, pour finir en ennemi public numéro 1. Mais l'Atlanta Journal-Constitution ne s'arrête pas là. Le 1er août, le chroniqueur vedette Dave Kindred publie une colonne qui enfonce davantage le clou en comparant ouvertement Richard à Wayne Williams, un tueur en série condamné pour des meurtres d'enfants à Atlanta au début des années 80. D'autres médias se déchaînent eux aussi avec une violence inouïe, comme le New York Post qui qualifie Richard de, je cite, « gros ancien adjoint du shérif raté ». Le 30 juillet, après son passage sur le plateau du Today Show, 2 agents du FBI se présentent chez sa mère et lui expliquent qu'ils ont besoin de son aide pour réaliser une vidéo de formation destinée aux premiers intervenants en cas d'une découverte de bombe. Richard est ravi de pouvoir aider les forces de l'ordre et d'avoir l'opportunité de contribuer à la formation d'autres agents, donc il accepte immédiatement, sans se douter une seule seconde qu'il s'agit d'un piège. Dans les bureaux du FBI à Atlanta, les fédéraux commencent à le filmer pour la soi-disant vidéo pédagogique, puis lui lisse ses droits à Miranda devant la caméra. Richard, confus, comprend peu à peu que quelque chose ne va pas et il demande finalement à appeler son avocat. L'interrogatoire prend alors fin, mais le mal est déjà fait. Le lendemain matin, 31 juillet, des dizaines d'agents du FBI débarquent à l'appartement que Richard partage avec sa mère, muni d'un mandat de perquisition et équipé de matériel ultra sophistiqué de collecte de preuves. La fouille commence à 9h du matin et dure près de 12 heures. Les voisins de l'immeuble sont évacués le temps que les équipes de déminage inspectent l'appartement, pendant que Richard, assis sur les marches, à l'extérieur de son immeuble, regarde, impuissant, les agents du FBI emporter sa vie entière dans des cartons. Ses armes à feu, ses trophées de tir, ses uniformes, ses magazines de maintien de l'ordre, mais aussi des rouleaux de ruban adhésif, des clous et des outils. Ils prennent même les Tupperware de sa mère, soit absolument tout ce qui pourrait, de près ou de loin, être utilisé pour fabriquer une bombe. Son véhicule est également remorqué sous les yeux des journalistes. Parce que oui, les journalistes sont évidemment là, par dizaines, pour filmer chaque carton qui sort de l'appartement de Richard. 4 grandes chaînes de télévision, ABC, CBS, CNN et NBC, paient même une locataire de l'immeuble voisin $1000 par jour pour pouvoir utiliser son appartement comme base d'opération. Un poste d'observation privilégié pour surveiller Richard 24 heures sur 24. L'image de Richard assis sur les marches, corpulent, l'air accablé, en train de regarder le FBI fouiller le logement de sa mère, fait le tour du monde et devient l'illustration parfaite du coupable pris au piège. Sauf que le FBI ne trouve strictement rien. Les tests et analyses des objets saisis ne révèlent aucune preuve matérielle le reliant à l'attentat. Les clous retrouvés chez lui ne correspondent même pas à ceux utilisés pour fabriquer la bombe. Mais qu'importe, parce que dans l'esprit du public, l'image est déjà gravée. Richard n'est plus un héros, c'est un monstre. Un homme de 33 ans, même pas capable d'avoir son propre appartement, un flic raté qui collectionne les armes, un wannabe obsédé par l'uniforme, un solitaire, un inadapté, un dangereux psychopathe qui a tué pour devenir célèbre. Les médias fouillent les moindres recoins de son passé, interroge d'anciens collègues, voisins et employeurs pour que chaque détail embarrassant puisse être monté en épingle. Richard et Bobby, sa mère, vivent désormais cloîtrés dans leur appartement. Ils ne peuvent plus sortir sans être assaillis par les caméras et par les micros. Et quand l'homme doit se déplacer, il est systématiquement accompagné d'agents du FBI. Des images qui, encore une fois, le font passer pour coupable aux yeux du public. Même à l'intérieur de l'appartement qu'ils partagent, Richard et Bobby communiquent par petits mots écrits, de peur d'être sur écoute et que leur conversation ne soit enregistrée. L'homme passe ses journées à regarder de vieux films et à jouer à des jeux vidéo Nintendo pendant que sa mère pleure en silence, incapable de comprendre comment son fils, qui a sauvé des vies, peut maintenant être traité comme un criminel. Dans les jours suivants, des agents du FBI reviennent chez Bobby, cette fois pour prélever des échantillons de cheveux de Richard, prendre ses empreintes digitales et enregistrer sa voix. Ils lui demandent notamment de répéter encore et encore la phrase de l'appel anonyme passé au 911. Il y a une bombe dans le Centennial Park
Vous avez 30 minutes. Pendant ce temps, 2 victimes de l'attentat portent même plainte contre lui. Richard vit ainsi 88 jours d'enfer, 88 jours durant lesquels chaque minute compte double, 88 jours qu'il passe dans la terreur constante d'être arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis. Parce que, si vous en doutiez encore, Richard Jewell est innocent. Et pendant tout ce temps, le vrai coupable, lui, est libre. Il regarde tranquillement le chaos qu'il a créé, satisfait de voir quelqu'un d'autre payer pour son crime. Mais la chance va tourner. Chapitre 7. Retournement discret. Pendant que Richard vit son calvaire médiatique, le FBI continue son enquête, mais au fil des semaines, le problème qu'ils avaient au départ ne fait que devenir plus imposant, parce qu'ils n'ont trouvé absolument aucune preuve qui puisse relier leur suspect à la fabrication de la bombe. Les analyses de ses vêtements n'ont révélé aucune trace d'explosif, ses empreintes digitales ne sont nulle part sur le sac, et le test polygraphique qu'il a passé volontairement pendant près de 15 heures sur 2 jours n'a montré aucun signe de mensonge. Et surtout, il y a ce problème chronologique que les enquêteurs ne parviennent pas à résoudre, cet appel au 911 que Richard n'a pas pu passer parce que ça aurait été physiquement impossible. Quant à la théorie du complice, il n'existe aucune preuve qu'elle soit réelle non plus. En août 1996, la mère de Richard décide de passer à l'offensive. Bobby lance un appel public au président Bill Clinton pour qu'il innocente son fils, mais ce dernier est en pleine campagne de réélection et refuse de s'impliquer. Ça serait trop risqué, politiquement. Ah, les hommes politiques. Le 22 septembre 1996, Bobby apparaît dans l'émission 60 minutes sur CBS et devant des millions de téléspectateurs, elle dénonce l'acharnement des médias. I felt like it was a movie production. Every light, there must have been 20 satellite trucks in our parking lot. I'm living a nightmare. L'émission présente Richard comme un innocent malchanceux, constamment harcelé par le FBI et les médias. L'impact est immédiat et l'opinion publique commence, très lentement, à se poser des questions. Résultat, la procureure générale des États-Unis, Janet Reno, demande au FBI de revoir son enquête de fond en comble. Début octobre 1996, Richard est interrogé une dernière fois, un interrogatoire marathon de plus de 6 heures réparti sur 2 jours, durant lequel les agents tentent une dernière fois de déceler une faille dans son histoire, une contradiction, quelque chose qui pourrait prouver sa culpabilité. Mais ils ne trouvent rien, simplement parce qu'il n'y a rien à trouver. Richard Jewell dit la vérité depuis le début. Pour Kent Alexander, le procureur fédéral du district nord de la Géorgie, le moment est donc venu de prendre une décision difficile, l'une des plus difficiles de sa carrière. Il doit écrire une lettre à Richard, une lettre visant à le disculper. Mais comment dire à un homme innocent que vous avez littéralement détruit sa vie pendant 3 mois, sans pour autant admettre formellement que le FBI a commis une erreur? Kent passe des jours sur cette lettre et la réécrit des dizaines de fois parce que chaque mot doit être pesé, calibré et mesuré. S'il y a trop d'excuses, le FBI avouera publiquement une faute énorme. Or, s'il n'y en a pas assez, Richard ne sera jamais vraiment disculpé aux yeux du public. Le juste milieu trouvé est finalement un chef-d'œuvre de la langue de bois juridique. Le 26 octobre 1996, l'avocat de Richard reçoit la missive tant attendue qui stipule simplement que, je cite, « Sur la base des preuves développées à ce jour, Richard Jewell n'est pas considéré comme une cible de l'enquête criminelle fédérale sur l'attentat du 27 juillet 1996 au Centennial Olympic Park d'Atlanta. Aucune excuse, pas de reconnaissance d'erreur, juste une phrase froide et administrative qui dit essentiellement « Bon, on ne vous considère plus comme suspect, et sauf si on trouve autre chose. Merci, au revoir. » Dans le jargon juridique américain, c'est ce qu'on appelle un statut de non-cible. Ça n'est pas une disculpation complète ni une exonération formelle, c'est juste « on ne vous surveille plus pour l'instant ». Mais Richard et son équipe d'avocats savent que les médias interpréteront ça comme une disculpation et pour eux, c'est tout ce qui compte. Le lendemain, l'Atlanta Journal-Constitution publie 7 articles sur la disculpation de Richard Jewell qui analysent tout sur l'affaire, sauf évidemment le rôle majeur que le journal a lui-même tenu dans le lynchage médiatique dont Richard a été victime. Et là encore, il n'y a aucune remise en question, aucun mea culpa. Le 28 octobre 1996, soit 2 jours après avoir reçu la lettre du FBI, Richard se présente dans une salle de conférence d'un hôtel du nord d'Atlanta, accompagné de sa mère et de ses avocats.
La salle est remplie de journalistes, les mêmes qui l'ont cloué au pilori pendant 3 mois. Il est en costume, visiblement épuisé mais déterminé, et prend la parole. In its rush to show the world how quickly it could get its man, the FBI trampled on my rights as a citizen. In its rush for the headline that the hero was the bomber, the media cared nothing for my feelings as a human being. In their mad rush to fulfill their own personal agendas, the FBI and the media almost destroyed me and my mother. Mais Richard sait que ça n'est pas vraiment fini, et il a raison. Son nom est définitivement entaché. Il ne sera plus jamais le même. Pendant 88 jours, il a été suspecté d'avoir commis un attentat, et c'est quelque chose qu'il suivra pour le restant de ses jours. Il faudra attendre août 1997, soit 1 an après la disculpation, pour que Janet Reno, la procureure générale, présente enfin des excuses publiques à Richard. Le FBI, de son côté, ne présente aucune excuse et sanctionne mollement 2 agents. L'un sera réprimandé et l'autre seulement suspendu 5 jours sans salaire. En vérité, personne n'a vraiment appris la leçon, et pendant que Richard tente de reconstruire sa vie, le véritable poseur de bombes est toujours libre et surtout déterminé à faire plus de victimes. Chapitre 8, le vrai coupable. Pendant que Richard essaie de remonter la pente, le vrai terroriste, un dénommé Eric Robert Rudolph, est loin de vouloir s'arrêter. Le 16 janvier 1997, soit 6 mois après l'attentat des JO, une première bombe explose dans une clinique pratiquant l'avortement à Sandy Springs, en banlieue d'Atlanta. Et 1 heure plus tard, une seconde explosion retentit. Un deuxième dispositif placé stratégiquement pour tuer les pompiers et les policiers qui arrivent sur les lieux. 7 personnes sont blessées par cette explosion. 1 mois plus tard, le 21 février 1997, Eric frappe à nouveau. Cette fois, il cible l'Otherside Lounge, un bar lesbien du nord-est d'Atlanta, et place encore une fois 2 bombes. La première explose sur la terrasse arrière, blessant 5 personnes. Heureusement, la seconde est découverte par l'équipe de déminage sur le parking avant son explosion. Le FBI commence alors à établir des connexions. Les similitudes entre les bombes sont frappantes. La signature est identique, ce qui veut dire que c'est le même terroriste qui a frappé au JO, à la clinique et au bar. Pour autant, ils n'ont toujours aucune piste sur son identité. Le 29 juillet 1998, Eric commet son dernier attentat, le plus meurtrier de sa série après celui des JO. Il s'attaque à la New Woman All Women Healthcare, une nouvelle clinique spécialisée dans les avortements, située à Birmingham, dans l'Alabama. Vers 7h30 du matin, Emily Lyons, une infirmière de 41 ans, arrive pour commencer sa journée de travail. Elle est accompagnée de Robert Sanderson, 34 ans, un officier de police qui, lorsqu'il n'est pas en service, a un 2e emploi comme agent de sécurité pour la clinique. C'est ensemble qu'ils aperçoivent un colis FedEx dans les buissons près de l'entrée. Dès que Robert touche le colis, il explose. L'homme est tué sur le coup, déchiqueté par l'explosion. Quant à Emily, elle survit mais perd un œil et subit des blessures qui la laisseront handicapée et souffrant de douleurs chroniques pour le reste de sa vie. Des dizaines de clous sont retrouvés dans son corps. Mais cette fois, Eric a commis une erreur. Il a utilisé une télécommande pour déclencher la bombe en observant l'explosion à distance et un témoin l'a vu. En effet, Jermaine Hughes a aperçu un homme s'éloigner rapidement de la scène de crime juste après l'explosion et il a suivi sa camionnette en notant sa plaque d'immatriculation au passage. Eric a 31 ans, il est charpentier mais aussi bricoleur et il réside à Murphy, en Caroline du Nord. Son profil commence alors à se dessiner. C'est un extrémiste chrétien, farouchement opposé à l'avortement et aux droits des homosexuels. Son enfance n'y est sûrement pas pour rien, vu qu'il a été élevé dans un environnement imprégné de l'idéologie de l'identité chrétienne, un mouvement d'extrême droite. Et que, lorsqu'il était enfant, sa mère l'emmenait même aux réunions de l'Église de Jésus-Christ chrétien, un groupe affilié aux Aryan Nations. Pour lui, les Jeux Olympiques de 1996 représentaient, je cite, « les idéaux du socialisme mondial », parfaitement exprimés dans la chanson « Imagine » de John Lennon, qui en était d'ailleurs l'hymne officiel. Le 5 mai 1998, Eric est inscrit sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI,
et une récompense d'1 million de dollars est offerte pour toute information menant à son arrestation. From that bombing, authorities knew Rudolph was the man they were after, but he fled to the wilderness of the mountains in western North Carolina, where he is still at large. The FBI suffered a real black eye after the Olympics bombings when they mistakenly cast suspicion on Richard Jewell. En gros, Eric est quelque part dans les montagnes des Appalaches, et si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que s'il y a bien un endroit dans lequel il est facile de se cacher, c'est les Appalaches. Pour retrouver Eric, le FBI lance une des plus grandes chasses à l'homme de son histoire. Il déploie des centaines d'agents, des chiens pisteurs, des détecteurs de mouvements électroniques et des hélicoptères équipés de caméras thermiques. Leur but, fouiller la forêt nationale de Nantala, qui s'étend sur plus de 2100 km², un terrain accidenté et dense, idéal pour se cacher quand on est recherché. La traque coûte 24 millions de dollars et dure 5 ans. 5 ans durant lesquels Eric survit dans les bois en se nourrissant de glands et de salamandres. Il vole des légumes dans les jardins, des céréales dans les silos et fouille aussi dans les poubelles des villes voisines. Pour ne pas faciliter la tâche au FBI, il ne campe que dans des endroits reculés et change constamment d'emplacement. Mais le 31 mai 2003, à 4h du matin, Jeffrey Scott Postel, un jeune agent de police, effectue une patrouille de routine à Murphy, en Caroline du Nord, quand il aperçoit un homme fouillant dans la benne à ordures d'un magasin Save-A-Lot. Le policier pense d'abord à un cambriolage en cours et s'approche pour interpeller l'individu, sans savoir qu'il vient tout juste de repérer l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique. Eric n'oppose aucune résistance et s'est fait attraper les mains dans les ordures, une fin presque banale pour une traque qui a mobilisé des centaines d'agents et a coûté des millions de dollars. Le 8 avril 2005, il passe un accord de plaidoyer avec le parquet pour éviter la peine de mort et accepte de plaider coupable pour les 4 attentats en échange de 4 peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 13 avril 2005, lors de son audience de plaidoyer, il publie une déclaration de 11 pages dans laquelle il revendique ses actes, explique ses motivations et attaque le gouvernement américain pour sa, je cite, « sanction abominable de l'avortement à la demande ». Richard assiste au procès et aux aveux d'Eric. Il voulait voir cet homme, ce terroriste qui a détruit tant de vies, y compris la sienne, parce que même s'il n'a pas été tué ou blessé par la bombe, son constructeur a tout de même anéanti sa vie. Eric est envoyé à ADX Florence, au Colorado, le supermax fédéral, la prison la plus sécurisée des États-Unis, celle où sont détenus les criminels les plus dangereux du pays. Il passe 22h30 par jour seul dans sa cellule en béton de 7 mètres carrés et n'en sortira que les pieds devant. Le 10 juillet 2006, lors du 10e anniversaire de l'attentat, le gouverneur de Géorgie, Sonny Perdue, remet à Richard Jewell une déclaration en disant que ce jour-là, il a sauvé des vies et qu'il mérite d'être reconnu comme un héros. Il aura fallu 10 ans pour que l'État de Géorgie le reconnaisse officiellement. Mais pour Richard, ça ne suffit pas. Après cette disculpation, il poursuit en justice plusieurs médias pour diffamation. NBC lui verse 500 000 $ dans le cadre d'un accord à l'amiable en décembre 1996. CNN et le New York Post règlent également des montants non divulgués. Seul l'Atlanta Journal-Constitution refuse de régler et se défend en affirmant que ces articles étaient substantiellement vrais au moment de leur publication, mais la justice finira par donner raison aux plaignants. Richard utilise l'argent des règlements pour acheter des maisons pour sa mère et lui, mais 73% des sommes reçues servent tout de même à payer ses frais d'avocat et les impôts. Il parvient néanmoins à réaliser son rêve, travailler dans les forces de l'ordre en devenant agent de police dans de petites villes de Géorgie. Richard trouve également l'amour, il épouse une femme nommée Dana et achète une ferme avec elle. En bref, il semble enfin avoir retrouvé une forme de paix. Malheureusement, en février 2007, il est diagnostiqué diabétique. Sa santé se détériore rapidement. Plusieurs orteils lui sont amputés. Ses reins commencent à lâcher et son cœur, déjà fragilisé, s'affaiblit. Le 29 août 2007, Dana trouve Richard mort dans leur maison de Woodbury, en Géorgie. Il avait 44 ans et l'autopsie révèle qu'il est mort d'un infarctus, conséquence d'une maladie cardiaque sévère aggravée par son diabète. Sa mère, Bobby, est convaincue que le fait d'avoir été accusé d'un crime grave qu'il n'avait jamais commis a précipité sa mort, et elle a probablement raison. Entre le stress
l'humiliation, la destruction de sa réputation et les années passées à se battre pour laver son nom, son corps comme sa santé mentale ont été mis à rude épreuve. Richard a sauvé des vies le 27 juillet 1996. C'est un fait indiscutable. Sans son intervention, des dizaines, peut-être même des centaines de personnes seraient mortes cette nuit-là. Mais au lieu d'être traité comme le héros qu'il était, il était transformé en monstre et traîné dans la boue par les médias. Eric Rudolph, lui, est toujours vivant et il n'a aucun regret parce qu'il est convaincu d'avoir agi selon ses convictions. Finalement, Richard Jewell était exactement ce qu'il prétendait être depuis le début, un agent de sécurité consciencieux qui a fait son travail, un homme ordinaire qui, poussé par son sens du devoir, a accompli quelque chose d'extraordinaire. L'affaire que je viens de vous raconter montre à quel point le regard des autres, la pression médiatique et l'injustice peuvent avoir un impact dévastateur sur la santé mentale. Personne ne devrait affronter ça seul, et c'est pour ça que je voulais revenir rapidement sur BetterHelp, le sponsor de cette vidéo. Thérapie en ligne, thérapeute français certifié inscrit à l'Agence régionale de santé, et possibilité de changer de thérapeute sans frais jusqu'à trouver celui ou celle qui vous convient. Si vous en ressentez le besoin, le lien est en description, betterhelp.com/rafu pour 10% de réduction sur votre premier mois. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut.